Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Ivanovo en plein hiver 1943. Ivanovo, c'est à 250 km au nord-est de Moscou. Il fait moins 20 degrés, tout est blanc partout. Et là, s'entraînent des pilotes d'un genre nouveau. Ils ont des culottes de cheval et des bottes à semelles de feutre avec les chapkas à fourrure tout à fait russes, mais leur blouson est bleu marine car ce sont des pilotes français qui se mêlent en vérité aux soviétiques. C'est à Ivanovo que cette poignée de pilotes comprend ce qu'est la guerre pour les Russes, tout ce peuple mobilisé pour soutenir l'effort national contre l'invasion des troupes d'Hitler. C'est l'opération Barbarossa. Et à ce moment-là de la guerre, l'envahisseur allemand occupe un territoire gigantesque en Russie. On est encore une fois à l'hiver 43. Nos aviateurs français sont venus d'Angleterre pour la plupart. Ils sont bien décidés à apporter leur contribution à la victoire. Ces hommes-là, ce sont ceux de Normandie, qui deviendra plus tard Normandie-Niemen, un groupe de chasse constitué à l'initiative du général de Gaulle. Franck Ferrand sur Radio Classique. J'ai eu la chance de recueillir dans les années 1990 les souvenirs au feu de Roland de la Poyape, l'un des pilotes de Normandie. C'était un monsieur extraordinaire, monsieur de la Poyape. Nous enregistrions cela pour le service historique de l'armée de l'air à l'époque. Et il raconte comment, au cœur de l'hiver 1943, il a terminé avec ses camarades son entraînement. Il pilotait alors des Yak-1, c'est des petits chasseurs russes qui pouvaient être propulsés à 600 km/h quand même, avec pour principal avantage une visibilité offerte aux pilotes. Les hommes du Normandie sont unanimes pour dire qu'il est plus facile de piloter ces Yak-1 que les Spitfire, l'aéronef britannique où ils avaient fait leurs armes, et qui avait d'ailleurs fait des merveilles sur le front de l'Ouest. La formation s'est achevée à la mi-mars par un passage en revue de l'unité par le général commandant les forces aériennes de la région de Moscou et par le général Petit, qui commandait donc la mission militaire française à Moscou. De cette présentation dépendait l'envoi de l'unité sur le front. Les 14 Yak-1 aux casseroles d'hélices tricolores ont donc décollé dans un rugissement assourdissant avec à leur bord des pilotes qui étaient décidés à montrer ce dont ils étaient capables. Démonstration qui a commencé par un passage en patrouille assez classique et puis on a enchaîné des exercices de combat tournoyants. Les pilotes ont terminé avec des virages serrés à 360 degrés. C'était nécessaire évidemment dans ces combats aériens de l'époque et tout ça dans des temps extrêmement réduits. Au sol, les officiers soviétiques ont été impressionnés et ils ont déclaré que l'escadrille Normandie était bonne pour le front. Il y a 14 pilotes et un pilote de liaison qui se sont retrouvés comme ça, goutte d'eau dans l'océan, au milieu des aviateurs soviétiques et au milieu de ces millions d'hommes de l'armée rouge. Roland de la Poyape avait appris la naissance de ce groupe de chasse à la fin de l'été 42, alors qu'il se trouvait en Écosse pour combattre au sein du 602 Squadron City of Glasgow. Pour tout vous dire, il s'ennuyait un petit peu dans cet escadron. Les missions d'escorte à très haute altitude n'avaient pas beaucoup de saveur, faut bien dire. Et quand le représentant du général de Gaulle, c'était le capitaine de corvette Jubelin d'ailleurs, quand ce représentant de la France libre est venu avertir qu'un groupe de pilotes français était en train de se constituer pour partir en Russie, Roland de la Poyape n'a pas hésité une seule seconde. Il s'est même dit que c'était pour lui une occasion extraordinaire et il a pensé qu'en cas de pépin en vol, se réceptionner sur la neige molle de la plaine russe plutôt que se cracher dans les eaux glacées de la Norvège était peut-être une chance. Ça, c'était une vision de l'esprit. Alors, il faut quand même s'appeler De Gaulle et avoir l'inconscience d'un aviateur de 20 ans pour croire à la réussite d'une telle expédition dans le brasier qu'était le front de l'air à l'époque. Mais le général de Gaulle y croyait et Roland de la Poyape, parmi d'autres, y croyait aussi. Le 23 août, 600 bombardiers à croix gammée ont par exemple attaqué la grande ville industrielle de Stalingrad en tuant 40 000 personnes, vous vous rappelez ça? Et au printemps 42, Staline a accepté la proposition du général de Gaulle, sauf que les Anglais n'étaient pas favorables. Ils
ils ont découvert que les pilotes qui étaient volontaires pour cette opération étaient déjà engagés au sein de la Royal Air Force et ils se sont dit que ça ferait autant de force en moins pour eux, d'une certaine manière. Bon. Bref, il y a eu pas mal de rencontres, de discussions et début septembre 42, le général de Gaulle a pu officiellement signer l'acte de création de ce groupe de chasse numéro 3. C'est son nom administratif. Et voilà que les pilotes ont pu s'acheminer jusqu'en Russie, avec un convoi qui est passé par l'Afrique et le Moyen-Orient, la ville de Rayak au Liban, où se trouvait une base aérienne. C'est là qu'ils ont été accueillis par Joseph Pouliquin, à qui de Gaulle avait confié le commandement du groupe de chasse jusqu'à ce qu'il soit opérationnel. Et les pilotes ont fait connaissance entre eux à ce moment-là. Il y avait ceux qui arrivaient de Grande-Bretagne, ceux qui avaient combattu en Afrique, etc. Et il a fallu trouver un nom, et selon la tradition de la France libre, on a pris un nom d'une province française, en l'occurrence Normandie, avec pour arme 2 léopards sur fond de gueule, bien entendu. Et le 27 novembre, sur le tarmac de l'aéroport de Téhéran, ce sont des avions de transport russes qui attendaient nos nouveaux pilotes qui allaient combattre au milieu des Russes, pour être plus juste, et qui ont découvert cette fameuse étoile rouge à 5 branches peinte sur le fuselage et sur les ailes. Voilà leurs nouvelles armes, et les voilà maintenant partis pour Ivanovo. Vous écoutez Radio Classique. Alors il y a eu la phase d'entraînement, évidemment, dans des conditions un peu rudimentaires, il faut bien le dire, et puis l'escadron Normandie a été déclaré apte à combattre et propulsé dès le 22 mars 1943 à Polotniami Zavod. On est à une centaine de kilomètres du front et déjà c'est l'enfer. Je cite Roland de la Poyape: « Je mesure la distance qui me sépare de l'Angleterre. Comparé à nos nouvelles conditions de vie, c'était la guerre en dentelle là-bas. » Ça vous donne quand même une idée, hein. Et pour son entrée sur le théâtre d'opération, le Normandie est intégré à la première armée aérienne qui est commandée par le général-lieutenant Kondiatov, qui se déplace en personne sur le terrain d'aviation pour montrer toute l'importance que l'Union soviétique accorde à la présence de ses pilotes français. C'est très symbolique, mais c'est très important, bien sûr. Entre parenthèses, ça aura des conséquences essentielles pour l'image de la France combattante en Union soviétique au moment de du règlement du conflit 2 ans plus tard. Bref. Entre eux, ils s'appellent les Rayak, en souvenir du Liban, tous ces pilotes. Hein. Ce sera leur indicatif de vol, d'ailleurs. Le 5 avril 1943, Normandie se voit confier une mission de reconnaissance au-dessus de Roslav, autant dire assez en profondeur en territoire ennemi. C'est la première fois qu'ils vont survoler la poche d'Orel, où les Allemands ont littéralement groupé leurs forces. Ça fait une espèce de citadelle inexpugnable. Et 40 minutes après leur décollage, ce sont 2 Yaks du Normandie qui reviennent au terrain et qui font un tonneau lent. Ça veut dire que c'est bon signe, c'est un signe de victoire. Et oui, ils ont abattu 2 Focke-Wulf, qui sont pourtant très redoutables. Vous savez, ces fleurons de l'aviation allemande. Et la joie éclate, bien entendu, dans tout le régiment. Ça ne va pas durer très longtemps, hein. Le 13 avril, malgré 3 nouvelles victoires obtenues, le groupe va perdre plusieurs de ses pilotes. 3 en moins de 10 minutes, vous imaginez ça? Et les Russes s'inquiètent. 3 morts sur un effectif de 14 pilotes, ça fait beaucoup, bien entendu. Et on n'a pas l'intention de voir disparaître aussi vite cette escadrille Normandie, qui se déplace ensuite à 40 km seulement des lignes allemandes sur le terrain de Mozarsk. C'est le premier des 30 changements de terrain que Normandie effectue sur le front russe. Et ils vont venir à ce moment-là, les pilotes français, en renfort de la 303e division aérienne, qui comporte 4 régiments, dont le fameux 18e régiment de chasseurs, où se trouve toute l'élite de la chasse russe, hein, commandé par Anatoly Golubov, l'as des as russes, 144 avions ennemis abattus, 506 combats aériens, une espèce de gloire incroyable. Et au fil des semaines, ces pilotes de l'armée rouge deviennent, pour les hommes de Normandie, plus que des camarades de combat, hein, ce sont, ça y est, des frères d'armes maintenant. Au milieu du printemps, on débarque à Kationki, c'est-à-dire on est à 2 minutes de vol des lignes allemandes, pour faire connaissance du général Georgi Zakharov, qui est le patron de la 303e division aérienne. Alors lui, c'est un personnage, il fallait entendre Roland de la Poyape parler de lui, une espèce de colosse qui hurlait ses ordres à la figure, un personnage étonnant. Et c'est surtout un chef charismatique, hein, qui va faire en sorte qu'une véritable camaraderie règne entre tous ces pilotes, qu'ils soient russes ou français, pour très peu d'entre eux. Il faut cette solidarité parce que
à cette période, l'escadrille est engagée dans la gigantesque bataille d'Orel qui met aux prises quelques 6000 chars, 4000 avions, 2 millions d'hommes. Vous imaginez, Roland de la Poype et ses camarades fournissent un effort sans précédent. En 4 jours, 112 sorties sont décomptées, 17 avions ennemis sont abattus, des missions s'enchaînent depuis 4 heures du matin jusqu'à 11 heures du soir, avec un jour, vous savez, qui ne se couche presque jamais à ces latitudes-là, au mois de juillet, un mois de juillet sanglant. Le 16, c'est Litolf qui est abattu. Le lendemain, c'est Tulan lui-même. Et ce sont les chefs et les piliers de Normandie qui disparaissent de cette manière. Et pour les petits jeunes, c'était des références. Vous imaginez, c'est terrible. Le général Sakharov est sous le choc après la perte de ses as. Et il encourage ceux qui restent à éviter le combat individuel. Ça ne sert à rien, leur dit-il. Le commandant Pouillade, qu'on appelle Pépito, est celui qui va reprendre le flambeau. C'est un homme assez remarquable, Pouillade, très fin psychologue, personnage très humain, qui va confier la place de leader à Marcel Albert, le grand champion du groupe. Et les pilotes se dotent d'un nouvel appareil, le Yak 9, dont l'arrivée en nombre suffisant a permis la création d'une 2e escadrille. Et cet avion va se révéler redoutable, notamment pour les attaques au sol. Il était beaucoup plus précis que ne l'étaient les Yak 1. Alors à cette période, il faut savoir qu'il y a des mécaniciens russes qui viennent travailler avec les pilotes français. Ça, c'est un cas unique dans l'histoire de l'aviation. Un personnel navigant d'une nationalité et un personnel technique d'une autre. Vous voyez jusqu'où va cette camaraderie et cette fusion, si je puis dire. En août 1943, les Allemands commencent à reculer, vous savez, sur tout le front, mais ça ne veut pas dire qu'ils se battent moins, loin de là. En octobre, le Normandie est fait compagnon de la libération par le général de Gaulle. Il faut dire que l'escadrille a été vraiment très éprouvée. Sur les 14 pilotes qui étaient arrivés à Ivanovo, ils ne sont plus que 5, j'ai bien dit, ils ne sont plus que 5. Et c'est une 2e campagne qui va commencer à la saison suivante, direction la Biélorussie. Le 6 juin 1944, c'est le jour du débarquement en France, du débarquement de Normandie. Eh bien, justement, l'escadrille Normandie est à l'honneur, sauf que c'est un Normand, justement. C'est Lefebvre qui est abattu. Et malgré le retentissement de l'opération alliée sur les plages françaises, l'Union soviétique va accorder à la disparition de cet aviateur français toute l'attention qu'elle requiert. On va enterrer Marcel Lefebvre à Moscou, au son de la marche funèbre de Chopin, jouée par la garde d'honneur du Kremlin, au pied d'un obélisque qui a été érigé à la mémoire des grognards de Napoléon tombés en Russie. Vous voyez jusqu'où sont prêts à aller les soviétiques pour rendre hommage à ce soutien français dans cette guerre patriotique, comme on l'appelait à l'époque de Staline. Bref, 30 divisions ennemies, en attendant, ont été anéanties. Et le 15 juillet, l'escadrille entre dans la légende puisque c'est l'aviateur Maurice de Seine qui est confronté à une panne d'essence. Vous connaissez peut-être cette histoire extraordinaire. Son avion est complètement enveloppé de fumée, il n'a aucune visibilité. Les autorités finissent par lui ordonner de quitter l'avion, de s'éjecter en parachute. Elles ne savent pas que Maurice transporte également son mécano russe qui, lui, n'a pas de parachute et qui est coincé dans un espace très exigu du Yak. Et donc Maurice ne saute pas. Et après une dernière tentative d'atterrissage, son avion va finir par percuter une colline. Et le pilote et le mécanicien vont être enterrés côte à côte. La presse soviétique, évidemment, parle beaucoup du geste chevaleresque de cet aviateur français qui n'a pas voulu laisser tomber son mécanicien russe. Et au lendemain de la guerre, cet événement va entrer dans les livres d'histoire comme un symbole de l'amitié franco-russe, et en l'occurrence franco-soviétique. Et les écoliers soviétiques apprendront des poèmes et des chansons à la gloire de Maurice de Seine et de son mécano Vladimir Bierozoub, l'aristocrate français et le paysan de la Volga, unis dans la mort pour la guerre, pour le combat contre les Allemands. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors les aviateurs sont maintenant dans l'ancienne Pologne, dans les prairies vallonnées de Mikuntani. D'ailleurs, les maisons de pierre, nous dit Roland de la Poype, font penser à celles de l'Anjou, qu'il a si bien connues dans sa jeunesse. On se raccroche à tout dans ces moments-là, vous savez.
Message de Staline pour les pilotes français, incroyable, je cite: « Pour célébrer la victoire, les unités qui se sont distinguées lors du passage du Niémen et de la rupture des lignes de défense allemandes seront proposées pour des décorations et porteront le nom de Niémen. » Et voilà comment Normandie devient Normandie-Niémen. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors à l'automne, les Russes vont déclencher la grande offensive sur la Prusse orientale, avec Königsberg, vous savez, comme objectif. Et une nouvelle fois, les aviateurs français vont jouer un rôle absolument essentiel, bien sûr. On dit que le général Zakharov est ému aux larmes par l'incroyable geste de fraternité des pilotes français qui devaient partir en permission et qui décident de rester pour combattre avec leurs camarades, c'est le cas de dire. Tavarich, on doit dire en russe, non ? Le 14 octobre, jour de gloire pour le régiment, 29 avions ennemis sont abattus, sans une seule perte. Et les jours qui suivent, c'est à peu près la même chose. Ce n'est plus de la chasse, c'est une corrida, s'exclame Roland de la Poyape, qui désormais vole sur le Yak 3, qui rivalise avec le Focke-Wulf. L'escadrille Normandie-Niémen obtient plus de 100 victoires en 2 semaines, vous imaginez ça ? Et Roland de la Poyape, avec Marcel Albert, est élevé à la dignité de héros de l'Union soviétique. Aucun Français jamais n'avait eu ce titre en URSS. Pluie de médailles, réception, etc. Ils partent pour Moscou, où les attendent un certain nombre de hauts dignitaires soviétiques et le général de Gaulle. Il faut imaginer les caméramens qui sont là. Ce sont des héros, littéralement. Il n'y a plus que 4 survivants, vous imaginez, sur les 14 pilotes qui étaient arrivés en Russie 2 ans plus tôt. Et ils vont pouvoir rentrer en France, bien sûr, mais à Paris, ça, c'est pas tout à fait la même chose. La ville a été libérée depuis quelques mois, mais les Parisiens sont dans la période de l'extrême après-guerre. Vous savez, c'est très dur. Nos héros ne pensent qu'à tous ceux qui ne sont pas revenus, bien sûr. Ils pensent aussi à tous ceux qui se battent encore corps et âme, alors que la Luftwaffe s'est donné rendez-vous dans le ciel de Königsberg pour ce qui est la bataille finale. Et finalement, nos pilotes vont décider de les rejoindre. C'est le 12 avril que le pilote Georges-Henri clôt le palmarès de Normandie-Niémen en inscrivant une 273e victoire. Mais le même jour, le terrain du régiment français est bombardé par les Allemands et il suffit d'un petit éclat d'obus qui est venu se loger dans la nuque de Georges-Henri pour qu'il meure des suites d'une hémorragie interne. Ça, c'est un destin cruel, c'est l'ironie de l'histoire. Vous savez, c'est souvent ça, ces combats notamment de la toute fin des grands conflits. Il sera le dernier vainqueur et le dernier tué du Normandie, le 42e, entre parenthèses. La guerre touche à sa fin. Au début du mois de juin, Staline fait un dernier cadeau à ses pilotes français. Chacun a le droit de rentrer en France avec son propre avion, avec les Yak, figurez-vous. Et le 15 juin, sur le terrain d'Elbing, le général Zakharov abaisse son drapeau rouge. Les Yak 3 du Normandie-Niémen décollent, disparaissent dans le ciel pour rentrer en France. Cette fois, c'est le retour définitif, mais ça n'est pas la fin d'une histoire qui sera considérée à partir de là comme une espèce de mythe des forces aériennes françaises libres. C'est vrai qu'ils n'étaient pas nombreux, ces pilotes, mais ils ont compensé ce petit nombre par l'extraordinaire vaillance de leur combat. Et pour avoir encore une fois eu la grande chance de les interviewer, d'interviewer les survivants et de voir Roland de la Poyape au cours de toutes ces séances où il nous racontait ses vols, je peux vous dire qu'ils sont devenus par la suite non seulement des héros militaires, mais des héros du civil. Et la carrière de Roland de la Poyape dans l'industrie de l'emballage par la suite, c'est lui qui a fondé le Marineland d'Antibes également, qu'on va fermer dans quelques semaines. Leur carrière a été exemplaire. Ce qu'ils avaient acquis au feu, ils l'ont ensuite fait prospérer dans la paix. Vous écoutez Radio Classique.